Bonjour, je suis très heureux aujourd'hui de vous présenter l'histoire des Jeux Olympiques de l'Antiquité à nos jours. Mais avant tout, permettez-moi de me présenter Éric Monin, vice-président de l'Université de Franche-Comté, délégué à l'Olympisme Génération 2024. Je suis également directeur du Centre d'études et de recherche olympique universitaire. Je vous propose désormais de partir aux Jeux Olympiques antiques. Ces Jeux Olympiques antiques ont été très rapidement, au début du XVIIIe siècle, étudiés, analysés, notamment par le moine bénédictin Bernard de Montfaucon et philologue. En 1829, Napoléon Ier décide d'envoyer dans le Péloponnèse une exposition, l'exposition de Morée, qui est conduite par des scientifiques, par des architectes pour étudier le site d'Olympie. Quelques années plus tard, en 1875, l'archéologue Ernst Curtius poursuivra ses fouilles à Olympie. Ce qu'il faut bien comprendre à Olympie, c'est qu'il y a des jeux originels, les Jeux Olympiques. Ces Jeux Olympiques font partie de 4 jeux qu'on appellera les Jeux pan-helléniques. Les Jeux Olympiques, les Jeux Pythiques, les Jeux Isthmiques et les Jeux Néméens. Aujourd'hui, il est très facile de communiquer par les réseaux sociaux, par les outils numériques. À cette époque, durant l'Antiquité, plusieurs moyens sont également disponibles pour communiquer sur les champions, sur les prouesses techniques et bien d'autres. Les outils utilisés sont à cette époque, les poteries, mais également les poètes, mais également aussi les pierres ciselées qui vont tout simplement nous permettre, jusqu'à nos jours, de découvrir toutes ces richesses. L'on voit sur certaines poteries certaines silhouettes. Ces silhouettes vont parfois être en noir, parfois de couleur ocre. Tout simplement, tout cela distingue la période dans laquelle ces poteries ont été réalisées. Intéressons-nous tout d'abord aux Jeux Olympiques antiques. Ces Jeux Olympiques antiques, notamment ceux d'Olympie, vont se dérouler dans le Péloponnèse, dans un endroit très particulier, dans une plaine, la plaine d'Olympie, qui est tout simplement surplombée par le mont Chronos, le père du dieu des dieux, Zeus. Dans cette plaine, à Olympie, l'endroit qui va servir de sanctuaire pour les prêtres est encerclé en quelque sorte d'une rivière et d'un fleuve, l'Alphée et le Cladéos. Pendant un grand nombre d'années, cette plaine est totalement désertée, liée aux insectes, liée aux moustiques. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces jeux, d'après les archéologues, d'après les différentes recherches qui ont émergé de ces sites, débutent en moins 776 avant Jésus-Christ, début également du calendrier grec moderne. Ces jeux vont avoir lieu tous les 4 ans. On pense qu'au bout de 52 lunaisons, un cycle s'achève et il faut envoyer des messagers dans la Grèce antique pour annoncer le grand rassemblement des Jeux olympiques à Olympie. Initialement, ces jeux servent à remercier les dieux, à remercier le dieu des dieux, Zeus, sa femme Héra et bien d'autres. Il y a de véritables héros, de véritables athlètes qui sont adulés. Et à titre d'exemple, nous avons l'athlète, le spécialiste de la course à pied, Léonidas de Rhodes. Nous avons le spécialiste du pancrace, du pugilat, Théogène de Statos ou Milon de Crotone pour la lutte. Mais il y a une véritable spécificité durant ces Jeux Olympiques, c'est qu'il y a des courses de chars. Et ici même, vous le voyez, nous avons un quadrige à 4 chevaux et dirigé par un aurige, par un cavalier. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les cavaliers et les jockeys, s'ils ne sont pas propriétaires de leurs chevaux, ce ne sont pas eux qui sont déclarés vainqueurs des Jeux Olympiques, mais bien leurs propriétaires. Nous avons à ce titre des champions olympiques qui ont été empereurs, tels que Tibère ou Néron. Concernant
le cas de Néron. Néron, lui, s'est aligné sur la ligne de départ avec son quadrige. Mais en fait, devant la peur des autres auriges et propriétaires de chevaux, Néron a été le seul à piloter son char depuis la ligne d'arrivée. Sur ce site d'Olympie, eh bien, nous avons quelque chose d'assez remarquable sur ce site. Je vous ai indiqué, eh bien, tout d'abord, une carte d'Olympie. Et sur cette carte d'Olympie, du site antique, vous le voyez à travers cette flèche jaune, nous avons l'entrée du stade, ici même que je vous montre. Sur cette entrée de stade, eh bien, il y a des stèles. Ces stèles, en fait, sont dirigées, sont réalisées pour les tricheurs. À chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui était reconnu avoir triché aux Jeux Olympiques antiques, il devait payer une amende, payer un petit Zeus, un Zanès. Un Zanès était la reproduction miniature de Zeus, et ce Zanès était en bronze, qui coûtait très cher à l'époque, et il devait donc tout simplement le poser sur cette stèle en pierre que vous avez ici même, et indiquer sur la stèle, ciselée, son nom et pourquoi il avait triché. Or, la triche pouvait aussi bien venir de l'achat d'un arbitre ou tout simplement d'avoir dissimulé dans sa main une pierre lors du pancrace ou du pugilat. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que le stade antique recevait environ 50 000 personnes pour suivre les épreuves athlétiques. Alors nous avons de véritables athlètes. Ces athlètes, en fait, prenaient le temps de venir tout simplement se préparer. Et pour se préparer, comme vous le voyez dans cette autre diapositive, ils venaient s'entraîner environ pendant un mois dans le palestre, ici même. Ils venaient également dans les thermes pour se relaxer. Et nous avions entre les thermes et le palestre un endroit particulier, l'atelier de Phidias. L'atelier de Phidias, cette personne éminente, ce sculpteur éminent, va créer dans le temple qui est juste en face de son atelier, dans le temple de Zeus, une des 7 merveilles du monde, la statue crise éléphantine de Zeus. Dans ce temple dédié à Zeus, les athlètes, après s'être entraînés au palestre notamment, vont venir faire un certain nombre de dévotions. Et très rapidement, ils vont tout simplement s'adonner à leur concours olympique. Aujourd'hui même, ce qu'il faut comprendre, c'est que juste à côté du temple de Zeus, il y a un autre temple ici qui figure avec la flèche jaune, c'est le temple d'Héra. Tous les 4 ans a lieu devant ce temple, grâce à un four solaire, l'allumage de la torche olympique qui servira de relais olympique institué pour les Jeux olympiques de Berlin en 1936. Quittons désormais les Jeux olympiques d'Olympie pour se rendre à une centaine de kilomètres d'Olympie sur le site de Delphes. Le site de Delphes va accueillir les 2e Jeux les plus importants après ceux d'Olympie et ils vont s'appeler les Jeux Pythiques. Les Jeux Pythiques en lien direct avec la Pythie qui est cette femme qui va tout simplement permettre le lien entre les dieux et les êtres humains et en tout cas exposer les doléances des dieux. Les 3e Jeux sont les Jeux ismiques qui vont se dérouler à l'honneur de Poséidon. Les 4e Jeux, enfin, sont les Jeux dédiés à Zeus et ils se déroulent à Némée, les Jeux néméens. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que durant l'Antiquité grecque, un athlète va vouloir réussir le grand chelem, les Jeux olympiques, les Jeux pythiques, les Jeux néméens et les Jeux ismiques. Si nous faisons une corrélation, un comparatif avec le monde dans lequel nous vivons actuellement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, par exemple, un joueur de tennis, va débuter à l'Open d'Australie, va poursuivre à Roland-Garros, après Wimbledon et après Flushing Meadows et réussir le grand chelem. Durant l'Antiquité grecque, c'est la volonté de ces athlètes qui sont de véritables athlètes professionnels qui vont représenter des cités-États tels que Sparte ou Rhodes. À la fin des Jeux olympiques, en 393, il va y avoir 2 édits.
notamment l'édit de Théodose Ier, l'empereur Théodose Ier, qui va prendre le premier édit en 380, dit édit de Thessalonique, et l'édit de Milan en 391. Il va tout simplement mettre fin à ces jeux païens tels que les Jeux olympiques antiques et qui seront officiellement interdits en 393. Enfin, c'est son petit-fils Théodose II qui va ordonner en 426 de détruire et de brûler les installations du site d'Olympie. Après l'Antiquité grecque, arrive l'Antiquité romaine. Durant l'Antiquité romaine, eh bien, les choses vont être totalement différentes. Durant l'Antiquité grecque, eh bien, comme vous le savez, cette Antiquité grecque avec la Rome antique, Rome, notamment la capitale, eh bien, selon la légende, va naître grâce à Rémus et Romulus en 753 avant Jésus-Christ. Mais en fait, l'histoire retient que ce sont les Étrusques aux environs de 600 avant Jésus-Christ qui ont consacré, eh bien, la naissance, en quelque sorte, de Rome. Eh bien, cette Rome antique a une particularité. C'est qu'elle n'est pas du tout sur les mêmes types de pratiques, à savoir sur une harmonie entre le corps et l'esprit, entre ce que le célèbre adage de Juvénal nous a transmis, anima sana in corpore sano. On va tout simplement être sur un autre registre, celui du sport-spectacle. Et durant ce sport-spectacle, il va y avoir un certain nombre, eh bien, de jeux, de pratiques sportives, je serais tenté de dire, à travers le grand cirque Circus Maximus, qui va contenir environ 150 000 à 250 000 personnes assises. L'objectif est tout simplement de voir concourir des courses de chevaux. Alors, il ne faut pas faire l'amalgame avec un autre site bien connu à Rome qui s'appelle le Colisée. Le Colisée est un endroit, est une enceinte tout simplement pour accueillir des spectacles vivants à travers des nomachis, à travers des combats de gladiateurs très bien connus, à travers la célèbre reprise des gladiateurs avec Aséar, Moritorit et Salutont. Ces Jeux olympiques antiques vont donc laisser la place à ces pratiques totalement différentes, à savoir du jeu et du pain pour le peuple. Il va y avoir, après cette époque, le Moyen-Âge. Alors je me permets très brièvement de vous redonner un petit peu les caractéristiques du Moyen-Âge. Ils vont durer 1000 ans. Ils vont commencer aux environs de 476 après la chute de l'Empire romain d'Occident et s'achever aux alentours de 1453-1492, la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. À cette époque-là, les pratiques sont moindres. Il y aura ce qu'on appelle régulièrement entre le tiers-état, le clergé et la noblesse, des pratiques. Chez la noblesse, nous retrouverons des joutes, des combats de gladiateurs, de chevaliers. Nous retrouverons également chez le tiers-état des pratiques à travers la choule, qui est une pratique footballistique naissante. Après cette période du Moyen-Âge, une personne illustre va réussir à rénover les Jeux olympiques. Il s'agit de Pierre de Coubertin qui naît au milieu du 19e siècle en 1863. D'autres personnes auparavant ont tenté de rénover les Jeux olympiques tels que le docteur Brooks à Munch-Wenlock en Angleterre ou la famille Zappas en Grèce. Pierre de Coubertin naît en France. Il va séjourner principalement rue Oudinot, juste à proximité de la Tour Eiffel, et il va même y installer le Comité international olympique, le CIO. Pierre de Coubertin est enterré aujourd'hui à Lausanne, à proximité du CIO, avec son épouse, son garçon Marcel et sa fille Renée. Suite à sa volonté qu'il a expliquée en 1927, son cœur, après sa mort, a été embaumé, a été posé dans une stèle à proximité du site antique d'Olympie, dans une propriété appartenant à l'Académie internationale olympique. Le rétablissement des Jeux olympiques, comme je vous l'ai dit, Pierre de Coubertin en est l'instigateur. Il va s'y prendre à deux fois.
en 1892, il va tenter de rénover les Jeux Olympiques. Pourquoi, à la fin du 19e siècle, il existe une véritable mode de l'Antiquité grecque? Nous avons par exemple Élisabeth d'Autriche, plus connue sous le nom de Sissi, qui va construire à Corfou un palais de villégiature dédié à la gloire du grec Achille. Et une autre maison bien connue sur la côte d'Azur, la villa Kérylos, qui a été construite en 1902 et qui est une véritable reprise en quelque sorte d'une riche demeure d'un amateur grec de l'île de Délos au IIe siècle avant Jésus-Christ. Pierre de Coubertin donc rénove les Jeux Olympiques, acte les Jeux Olympiques suite à ce congrès de la Sorbonne le 23 juin 1894. Le CIO, le Comité international olympique, est créé et les Jeux Olympiques sont également rénovés. Initialement, les Jeux Olympiques, la première édition devait se dérouler à Athènes, à Paris, en 1900, lors de l'exposition universelle. Mais en fait, il n'en fut rien. Sur cette photo que vous distinguez, au centre notamment de cette photo, il y a une personne illustre, un grec. Son nom est Dimitrios Vikelas. Dimitrios Vikelas, devient le premier président du CIO, avec à sa droite Pierre de Coubertin. Ces premiers membres vont tout simplement organiser les premiers Jeux Olympiques qui vont se dérouler à Athènes en 1896. Alors sur cette diapositive, je vous ai mis, grâce aux archives du CIO, le premier programme des Jeux Olympiques. Et ce qui est assez croustillant, c'est de voir dans ce programme qu'effectivement il y a bien du foot, il y a bien du lawn tennis, il y a bien de la boxe, mais il y a ici même, comme vous pouvez l'apercevoir précisément, il y a du patinage ou de l'alpinisme. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces Jeux Olympiques rénovés vont rassembler l'ensemble des Jeux Olympiques, vont rassembler l'ensemble des sports aux Jeux Olympiques. Et à cette époque, le patinage ou l'alpinisme, bien connu notamment dans les Alpes, pratiqué par les Anglais, est une pratique assez importante. Le CIO va tout simplement rester de 1894 jusqu'en 1915 à Paris. Et après, à cause de la Première Guerre mondiale, le CIO va s'exiler en quelque sorte dans un pays neutre. Mais pour Pierre de Coubertin, c'est un pays qui est essentiel parce qu'il est au centre de l'Europe. Le 10 avril 1915, Pierre de Coubertin installe le CIO, le Comité international olympique, à Lausanne, en Suisse. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le CIO arrive, mais aussi pour Pierre de Coubertin, c'est assurer la survie durant cette époque de Première Guerre mondiale, la survie aussi du système olympique. Pierre de Coubertin va aussi produire quelque chose de très intéressant. Sur ce papier à lettres, vous distinguez la date du 15 juillet 1913. À la suite des Jeux Olympiques de Stockholm en 1912, c'est la première fois que les Jeux accueillent que Pierre de Coubertin, le président du CIO, devenu président du CIO après les Jeux d'Athènes en 1896, va accueillir les 6 continents aux Jeux. Les 5 continents sont représentés. Ces 5 continents vont être symbolisés en quelque sorte par Pierre de Coubertin par les anneaux. Par les anneaux avec un certain nombre de couleurs. Pour Pierre de Coubertin, ces couleurs permettaient en quelque sorte de refaire tous les drapeaux présents, toutes les nations avec leurs drapeaux présents aux Jeux de Stockholm. Alors vous voyez avec cette photographie qui est juste en dessous, cette photo, c'est l'équipe de France de rugby de 1900. Et on distingue bien sur leur poitrine 2 anneaux. Ce sont les anneaux du Racing Club de France et du Stade Français. Et à cette époque-là, il était de bon ton de symboliser en quelque sorte les structures, les cercles et les unions, les fédérations en quelque sorte, par des anneaux. Donc il n'est pas du tout surprenant que tout simplement Pierre de Coubertin décide que ces 5 anneaux symbolisent les 5 continents à travers cette fête olympique comme il le disait. Alors Pierre de Coubertin va même quelques jours après, le 6 août 1913, imaginer un autre logo
pour représenter le CIO. Et ce logo, vous l'avez sur ce papier à lettres avec cet agrandissement qui permet de distinguer non plus 5 anneaux sur la longueur, mais un carré avec un anneau central. Actuellement, le mouvement olympique, eh bien, est toujours au CIO. Il est présidé par un Allemand qui s'appelle Thomas Bach, qui est le 9e président du Comité international olympique et qui est le premier président à être champion olympique, notamment d'escrime en 1972 à Munich. Alors, Pierre de Coubertin a été également champion olympique en 1912 grâce à une poésie, l'Aude au sport. Ce mouvement olympique international, eh bien, regroupe un certain nombre de structures. Alors, ces structures, elles sont notamment se font notamment à travers les fédérations internationales. Et vous avez ici même, sur le haut de cette diapositive, eh bien, les FI, les fédérations internationales de sport d'hiver. 28, plus 5 à Tokyo, à travers, par exemple, l'escalade, le karaté. Vous avez 7 fédérations internationales telles que le bobsleigh ou le hockey sur glace. Vous avez 42 fédérations internationales, par exemple, les échecs. Vous avez également des comités nationaux olympiques. Par exemple, vous avez eu, notamment à Rio de Janeiro, 205 CNO, Comité national olympique, plus une équipe de réfugiés, ce qui fait un total de 206. Vous avez aussi, à la FIFA, pour faire un comparatif, 206 associations nationales et aux Nations Unies, 193. Vous avez une autre structure qui s'appelle les comités d'organisation. Et à l'heure d'aujourd'hui, nous en avons 4, j'en ai mis 3 sur cette diapositive. 2020 Tokyo, 2022 Beijing, Pékin, 2024 Paris, et j'aurais pu rajouter 2028 Los Angeles. Vous avez d'autres organisations qui sont également reconnues, des institutions ou autres organisations. Le Comité international olympique est structuré avec des membres. Ces membres, depuis le 12 décembre 1999, le nombre de membres est limité à 115, avec un nombre maximum de 75 membres individuels, 15 membres actifs, 15 athlètes actifs, 15 représentants des fédérations internationales et 15 représentants des comités nationaux olympiques. Actuellement, parmi ces 100 membres, 34 membres ont participé aux Jeux olympiques et 29 sont médaillés. Chaque année, environ, ces membres se réunissent à travers une session. Cette session va regrouper l'intégralité des membres du CIO et qui vont tout simplement adopter, modifier ou tout simplement interpréter la constitution du CIO qui s'appelle la Charte olympique qui a été publiée pour la première fois en 1908 sous le titre annuaire du Comité international olympique. Cette session, tout simplement, eh bien, réunit tous les athlètes, généralement avant les Jeux ou pendant les Jeux en cas de crise. Le CIO va tout simplement, eh bien, gérer des événements très importants. Ils sont plusieurs. Il y a les Jeux de l'Olympiade, plus connus sous le nom des Jeux olympiques d'été. Il y a les Jeux olympiques d'hiver. Et il y a depuis 2010 les Jeux olympiques de la jeunesse. Ces Jeux olympiques de l'Olympiade, plus communément appelés Jeux olympiques d'été, rassemblent un grand nombre d'athlètes, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive. Ces athlètes, tout au début, en 1896 à Athènes, ils étaient 241. 241 hommes uniquement. Il faut attendre 1900 aux Jeux de Paris, qui se déroulent durant l'exposition universelle, pour avoir l'arrivée des femmes, qui sont au nombre de 22. Vous avez actuellement, au dernier jeu, plus de 11 237 athlètes. Alors, comme vous l'avez vu, je vous ai mis quelques flèches et je vais m'arrêter plus particulièrement sur la première flèche de 1932. En 1932, les Jeux s'exilent en quelque sorte en Amérique, à Los Angeles. Et là, dans les années 90, j'ai eu la chance d'interviewer un champion olympique, un escrimeur, qui s'appelait le bâtonnier René Bondou, champion
olympique de fleuret à Los Angeles. Et il m'a expliqué tout simplement son voyage, son déplacement depuis Paris. Il m'explique que, il part de Paris avec un train qui ne s'appelle pas encore la SNCF, la Société Nationale de Chemin de Fer, qui le sera en 1937. Mais en 1932, il prend une compagnie qu'il amène en Normandie, notamment prendre un bateau. Ce bateau, c'est un transatlantique qui va tout simplement le transporter du Havre à New York. Et à New York, il va falloir, avec l'équipe de France, qu'il utilise un transport qui va durer un grand nombre de jours pour se rendre de l'autre côté, sur la côte ouest, à Los Angeles. Et il m'explique que tout bonnement, ce déplacement a été très très long, environ 6 mois. Donc vous le voyez que faire du sport, faire des épreuves très lointaines, il fallait avoir beaucoup de temps pour pouvoir se déplacer. Concernant les Jeux Olympiques d'hiver, cette fois-ci, les derniers se sont déroulés à Pyeongchang et une partie à Gangneung, notamment en Corée du Sud. Vous le voyez grâce à cette diapositive que les Jeux Olympiques, bien évidemment, c'est une partie sportive, mais également qui permet aussi à ces nombreux visiteurs et athlètes de comprendre et de pouvoir vivre notamment la culture même du pays, notamment à travers, comme vous le voyez ici, ces différents temples bouddhistes. Les Jeux Olympiques d'hiver, sont difficilement comparables aux Jeux Olympiques d'été. Comme vous le voyez, à Pyeongchang, nous comptons moins de 3000 athlètes, 2925 athlètes. Alors ces Jeux Olympiques, ces Jeux de l'Olympiade, les derniers de 2016 à Rio de Janeiro, ont réuni un grand nombre d'athlètes, je vous l'ai dit, plus de 11 000, mais tout simplement ont permis l'organisation de 306 épreuves et accueilli 205 équipes plus une équipe de réfugiés. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces 306 épreuves ont donné, tout simplement, 306 champions olympiques. Dans les Jeux Olympiques d'hiver, la chose est un peu différente, bien évidemment, comme on le comprend. Il y a moins d'athlètes, moins d'épreuves, et dans le cas présent, à Pyeongchang en 2018, en Corée du Sud, il y avait 102 épreuves, 102 champions olympiques pour 92 nations, 92 comités nationaux olympiques. Pour ces Jeux olympiques, une nation fait son entrée, l'Arabie Saoudite, le comité national olympique d'Arabie Saoudite, à travers tout simplement une lettre qui vient accuser de sa reconnaissance par le CIO à travers sa 63e session qui se déroule à Madrid, en Espagne, en octobre 65, qui valide le Comité national olympique d'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, actuellement, a déjà participé à 11 Olympiades. Ces 11 Olympiades ont commencé à Munich en 1972, avec un nombre très important d'athlètes à Los Angeles en 1984 et plusieurs médailles. La première médaille a été gagnée à Séoul en 1988 sur un sport de démonstration qui s'appelle le taekwondo. À Sydney, l'Arabie Saoudite va gagner 2 médailles, dont une médaille d'argent aux 400 mètres haies et en équitation, et à Londres en équitation par équipe. Les sports les plus pratiqués aux Jeux Olympiques par le comité olympique saoudien, c'est l'athlétisme, comme vous pouvez le voir, avec une médaille gagnée. C'est après le tir, l'équitation, bien évidemment. Et il y a dans les derniers sports arrivés, dans l'équipe saoudienne, le judo, qui est présent actuellement. Alors, depuis 2010, comme je l'ai souligné, le CIO organise désormais des Jeux Olympiques de la jeunesse. Ces Jeux Olympiques de la jeunesse, l'Arabie Saoudite, dès le début, dès 2010, a été présent à ces Jeux à Singapour, aussi à Nanjing en 2014 et à Buenos Aires en 2018, et a gagné plusieurs médailles, notamment une médaille d'or en karaté aux derniers Jeux Olympiques de la jeunesse à Buenos Aires. Alors là, sur cette présentation, là, je vous ai mis quelques photographies de délégations de l'Arabie Saoudite, notamment en 1976 à Montréal, en 1988 à Séoul en Corée,
en 2008 à Pékin et à 2012 aux Jeux Olympiques de Londres. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces Jeux Olympiques, comme je vous l'ai dit précédemment, ont commencé fin 19e siècle, en 1896. Je me propose maintenant de reprendre quelques jeux, notamment qui se sont déroulés en France, et avec les premiers jeux de 1896, pour faire vivre un petit peu cet esprit des jeux rénovés que l'on trouve à travers ces photographies. Vous avez sur cette première diapositive que je vous montre, eh bien, les princes héritiers de Grèce qui sont assis devant, avec juste derrière le président du CIO, le président Dimitrios Vakilas, et un peu sur sa gauche, vous avez Pierre de Coubertin. Alors, je vous ai mis le stade qui va tout simplement accueillir ces jeux d'Athènes, le stade panathénaïque, qui aujourd'hui accueille toujours ici même dans cette photographie en bas, eh bien des épreuves, des sports, notamment lors de compétitions amicales ou même nationales, voire internationales. Alors c'est un stade en marbre. Alors on peut distinguer sur cette diapositive un certain nombre de pratiques sportives, notamment le saut de cheval, et vous pouvez distinguer sous le saut de cheval des haltères. Vous pouvez constater également le départ du 100 mètres avec des couloirs bien délimités par des lignes, ou tout simplement eh bien, les spectateurs qui se rendent au stade avec les médias de l'époque, avec ces caméras, je dirais, très visibles. Vous avez également, eh bien, tout simplement ces athlètes, c'est ce qu'on appelle du vélocipède, qui vont se donner à une pratique de vélo, de compétition de vélo. Alors, vous avez remarqué qu'il n'y a pas de frein, ou encore le gymnaste avec les barres parallèles ou l'escrime. Alors, quelques champions vont venir illustrer ces Jeux Olympiques depuis la rénovation de Pierre de Coubertin. Nous avons notamment un grand champion en 1936 à Berlin qui va gagner 4 médailles d'or. Ce grand champion, c'est Jesse Owens, qui va réussir à travers son art, l'athlétisme, à venir gagner la médaille d'or aux 100 mètres, aux 200 mètres, aux 4 fois 100 mètres et à la longueur. Et vous le voyez que là, il y a une paire de chaussures qui lui a appartenu et qui a permis tout simplement de prendre un bon départ, notamment dans cette piste cendrée où il avait fait lui-même son trou. Vous avez également quelqu'un qui l'a égalé, qui a réussi à faire 4 médailles d'or 48 ans plus tard à Atlanta, aux Jeux d'Atlanta en 1996. Et je vous ai mis ces temps pour que vous compariez un petit peu ces deux prouesses. Vous avez d'autres champions également. Vous avez cette célèbre gymnaste, Nadia Comaneci, en 1976 à Montréal, qui va obtenir le 10 sur 10. Vous avez le grand nageur Phelps. Vous avez cette joueuse de tennis qui a donné son nom à un cours de tennis bien connu sur le circuit, notamment femmes et hommes, qui s'appelle le circuit Suzanne Lenglen à Roland-Garros. Et vous avez le grand champion de Jamaïque, Usain Bolt. Alors, ces Jeux Olympiques de 1896, eh bien, sont poursuivis par d'autres Jeux, notamment ceux de 1900. Et ceux de 1900 ont lieu pendant l'exposition universelle, comme le montre bien cette affiche, où vous avez en fait ces Jeux qui vont se dérouler durant l'exposition universelle de 1900 à Paris. Et durant ces Jeux, ce programme décrit de nouveau eh bien, qu'il y aura aussi du patinage et des activités alpines à ces Jeux Olympiques. Alors 1900, deuxième jeu, eh bien il va falloir attendre 1924 pour que les Jeux Olympiques reviennent en France en 1924. Et vous le voyez avec cette affiche qui est fort intéressante, notamment concernant les Jeux de l'Olympiade de 1924, mais surtout une autre affiche. Cette autre affiche, eh bien, Pierre de Coubertin a souhaité que durant les Jeux de l'Olympiade, durant l'entre-deux-guerres, eh bien, il y ait la possibilité, eh bien, que les villes organisatrices, les villes hôtes, comme on dit, puissent organiser une semaine internationale des sports d'hiver. Pierre de Coubertin propose au CIO d'organiser conjointement avec Paris une semaine à Chamonix, ce qui est accepté, et Chamonix-Mont-Blanc, comme on le voit très bien ici, durant la 8e Olympiade, va organiser une semaine internationale des sports d'hiver avec un sponsor, qui est le premier sponsor, qui s'appelle Paris-Lyon Méditerranéen, PLM, qui est l'ancêtre en quelque sorte de la SNCF. Donc en fait, nous avons une semaine internationale qui deviendra l'année suivante à Prague, à la session de Prague, eh bien, la
premières ou les premiers Jeux Olympiques d'hiver de l'ère moderne. Alors, comme d'habitude, aux Jeux Olympiques, il y a les affiches officielles, mais aussi il y a d'autres affiches également qui viennent agrémenter en quelque sorte cette quinzaine olympique. Paris 1900, Paris 1924, nous avons également en France des Jeux Olympiques durant l'hiver, les Jeux Olympiques d'hiver de Grenoble. Et à Grenoble, un immense champion va réussir l'exploit qui a été réalisé en 1956 à Cortina d'Ampezzo par Tony Seller, qui s'appelle Jean-Claude Kelly, qui va gagner le slalom géant, mais également la descente, 3 médailles d'or. Alors vous le voyez par ces affiches, par les médailles, eh bien que un sens est donné. Il y a de la vitesse, il y a de la rapidité dans ce que l'on peut voir. Les anneaux, notamment à travers l'affiche, eh bien montrent un petit peu cette descente vertigineuse. Mais nous avons également une autre affiche, ici même, qui est très intéressante, qui nous montre tout simplement, eh bien, cette vallée de Grenoble avec ses montagnes à travers une torche olympique. Eh bien, en 1968, ça va être un relais mémorable en France. La France va accueillir le relais de la torche olympique qui va être surtout une fête populaire. Alors, ces Jeux Olympiques, c'est également la possibilité, eh bien, d'accueillir les Jeux aussi à travers l'image, à travers des pictogrammes. Et vous le voyez à travers ces 4 photos du haut, vous avez des pictogrammes qui vont illustrer si c'est le patinage artistique, si c'est le patinage de vitesse, si c'est la cérémonie d'ouverture. Mais ces pictogrammes vont également nous expliquer, eh bien, le nombre de sports, le nombre d'épreuves qui vont être décrites, comme c'est le cas notamment soit en Corée du Sud, soit à Pékin, soit à Tokyo 2020. Mais c'est aussi une histoire des mascottes. Les mascottes vont venir tout simplement, eh bien, illustrer en quelque sorte ces Jeux Olympiques. Et notamment, vous avez à Pékin 2008 5 mascottes. Vous en avez une en Corée du Sud et 3, notamment à Sochi. La première mascotte, c'est Shoes, qui sera réalisée aux Jeux Olympiques de Grenoble en 1968. Mais une mascotte pas officielle. Hein, c'est le début en quelque sorte de cette grande histoire des mascottes. Alors maintenant, arrivons aux Jeux qui vont bientôt arriver, en 2024, après ceux de Pékin en 2020. Paris 2024, eh bien, renoue avec le succès, renoue après les Jeux de Paris 1924. L'histoire, en fait, a débuté le 26 mai 2014 avec le lancement d'une étude d'opportunité pour savoir si la capitale, Paris, eh bien, se lance ou pas dans cette aventure olympique. 13 septembre 2017, c'est une ratification, c'est une première au CIO. Le CIO ratifie 2 villes à la fois, 2024 Paris, 2028 Los Angeles. Et enfin, 2024, le 26 juillet, c'est la semaine d'ouverture. Quelques semaines après, le 28 août, ce sera tout simplement la semaine d'ouverture des Jeux paralympiques. Voilà 10 années entre le début et la tenue des Jeux. 10 années d'une belle histoire. Alors ces Jeux Olympiques, eh bien, c'est quelque chose aussi d'important pour l'Europe. C'est le retour en Europe. Après des Jeux qui se sont déroulés à Rio de Janeiro, en Amérique du Sud, en 2016, à Pyeongchang, en Asie, en Corée du Sud, en 2018, à Tokyo 2020, Beijing, Pékin 2022. Les Jeux Olympiques de Paris 2024, eh bien, comme vous le voyez, vont se dérouler dans des lieux magiques, dans des lieux grand public, dans un cadre exceptionnel, à travers le château de Versailles, comme vous le voyez, le Grand Palais, les Champs-Élysées, les Invalides, mais surtout, cela fait penser à ce qui s'est déroulé en 1924, avec des jeux très populaires, où les intellectuels se mélangeaient au peuple, où tout le monde vivait conjointement les Jeux Olympiques, à travers notamment, c'est ce qui sera le cas aux Jeux Olympiques de Paris 2024, avec plus de 5 millions de billets vendus à moins de 24 € et plus de 13 millions de billets vendus à moins de 50 €. Ces Jeux Olympiques, c'est la possibilité tout simplement aussi de montrer tous les atouts de Paris 2024, avec notamment déjà des sites existants. 95% des sites sont existants. Il y aura la nécessité simplement, eh bien, de construire un site aquatique qui servira notamment après pour l'apprentissage de la natation. Ça sera aussi seulement la construction de villages olympiques, de villages de médias.
pour tout simplement accueillir tous les athlètes du monde qui permettront par la suite tout simplement que ces appartements puissent accueillir des Parisiens. C'est également la possibilité pour les étrangers de venir à Paris et de vivre un événement extraordinaire dans un lieu qu'ils qualifient souvent de prestigieux, un lieu où on a l'assurance que les Jeux seront bien organisés. C'est aussi l'héritage. L'héritage, ces Jeux Olympiques seront l'héritage d'une nouvelle génération, appelée la génération 2024, et ce sera aussi principalement l'accélérateur d'une politique publique, et tout ça va être rendu possible par des moyens de transport, je dirais, totalement adéquats, où la bouche de métro la plus éloignée est seulement de 400 mètres. Enfin, ce qu'il faut bien comprendre, c'est aussi que c'est un véritable héritage pour notre génération future, mais c'est aussi un beau clin d'œil, parce que lorsque Paris accueillera les Jeux en 2024, on fêtera également le centenaire de Paris 1924. Voilà, nous arrivons à la fin de cette présentation sur les Jeux Olympiques de l'Antiquité à nos jours, débutés en moins 776 avant Jésus-Christ sur plusieurs sites, les Jeux Olympiques, les Jeux Pythiques, les Jeux Néméens, les Jeux Isthmiques, et nous sommes arrivés aux futurs Jeux que nous attendons tous en France à Paris 2024. Je vous remercie vivement pour votre attention.